Tout là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre. C'est le premier homme qu'ils ont fait. Ils se sont mis à l'aimer. Bonjour, je suis Aurélie, je suis un robot au service des ambassadeurs du futur pour l'émission Tout là-haut dans le ciel. Nous parlerons ce soir du thème de la paix dans le monde. Voici pour les personnes qui nous découvrent, l'entrée en matière du sujet que nous allons aborder durant la soirée. Il y a eu en son temps un chef de tribu qui a dit à Pharaon, « Au nom d'Élohim, libère mon peuple et sors-le de l'esclavage. » Élohim, mot qui signifie « ceux qui sont venus du ciel », ceux que nos ancêtres prenaient pour des dieux. Plus tard, ce guide a transmis à son peuple au nom d'Élohim, dit commandement à enseigner aux humains de la terre. Un peu plus tard encore, un envoyé, fils des Élohim, vient dire à l'humanité, aime ton prochain comme toi-même et aimez-vous les uns les autres. Il y a aujourd'hui, un messager de la civilisation extraterrestre des Élohim, qui vient révéler l'origine scientifique de la vie sur Terre et de l'humanité, et enseigner la clé de la paix en s'appuyant sur 4 niveaux de la conscience, générateurs de la supraconscience. Tout au long de leur parcours, les humains ont reçu de la part de leur créateur, les Élohim, une aide indirecte extraordinaire transmise avec un courage exemplaire par ceux que l'on a appelés les prophètes. 40 prophètes missionnés pour aider l'humanité à progresser. Presque toutes et tous ont été assassinés au cours de leur mission par les peuples concernés. Les humains n'aiment pas ceux qui les réveillent, même si ce sont les envoyés de leur créateur. Réduire au silence, assassiner, se mettre en état de guerre sont les solutions les plus simples et les plus courantes pour régler les problèmes chez les barbares. Les Élohim, malgré cela, n'ont pas désespéré, ils ont continué à nous en préparer au moment le plus sensible et le plus capital pour notre avenir. Moment où l'amour et la paix devront être au rendez-vous au terme du parcours initiatique, et celui de sa sanction qui sera « réussite vers la progression » ou « fin du parcours par l'autodestruction ». Aucune civilisation ne peut échapper à son système solaire si elle n'a pas maîtrisé les démons destructeurs qui peuvent encore l'animer lorsqu'elle a construit les puissants moyens nécessaires à son envol pour quitter la planète. Là est le choix. Si, vous, humanité en devenir, vous utilisez ces moyens pour dominer vos semblables, c'est l'enchaînement vers la fin, c'est-à-dire inévitablement l'autodestruction, la disparition totale de la souche humaine sur son monde. Ou bien, vous pouvez peut-être choisir le chemin de la progression et devenir enfin une humanité. Ce serait probablement mieux pour vous et pour vos enfants si vous voulez les voir vivre, bien sûr. Qu'en pensez-vous ? Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez remarquablement bien. J'espère que ce petit film, pour ceux qui ont pu le voir, eh bien, vous a donné un peu des ailes, parce que nous allons vers un futur extraordinaire, si nous le voulons. Vous avez vu pendant ce petit déroulé, en fait, notre parcours d'humain et puis tout ce que nous avons encore à accomplir, c'est fantastique. Alors, bienvenue dans cette nouvelle émission de Tout là-haut dans le ciel. Les ambassadeurs du futur vous invitent. Alors, tendez bien les oreilles parce qu'il y a des changements dans l'émission. Tendez bien ces oreilles. Nous allons donc tous les 2e, 3e et 4e samedis du mois sur YouTube. Là, on est les invités privilégiés sur Zoom actuellement, mais pour l'émission donc que nous allons enregistrer ce soir, elle va se diviser en 3 chapitres.
c'est-à-dire donc le premier chapitre, ça sera le deuxième samedi, et vous connaissez la suite. Le troisième samedi, ça sera le deuxième chapitre, et le quatrième samedi, ça sera le troisième chapitre, parce que chaque émission maintenant, sur Tout là-haut dans le ciel, sera structurée de cette manière-là. On va aborder à chaque fois 3 chapitres, la notion donc de l'humain, de l'humanité et puis de l'infini. Donc on développera cela, vous allez découvrir au fur et à mesure, et puis pendant cette soirée, eh bien, vous allez avoir la totalité, bien sûr, vous êtes des privilégiés, et YouTube va recevoir ça seulement à partir de la semaine prochaine, avec le tout premier chapitre. Vous comprenez bien la structure à venir maintenant, donc on aura Tout là-haut dans le ciel au moins une fois par semaine, qui va tourner à plein pot. Alors Tout là-haut dans le ciel, qu'est-ce que c'est? C'est les ambassadeurs du futur. Les ambassadeurs du futur sont des Raéliens. Mais là, je vais laisser Marilyn vous expliquer un petit peu tout ça pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce que nous avons quand même des invités qui ne sont pas Raéliens. Alors Marilyn, à toi la parole. Merci. Oui, comme tu disais, les ambassadeurs du futur sont Raéliens, membres du mouvement raélien. Ils se sont donnés pour mission d'aller au-devant des influenceurs de tout milieu et de tous bords, par divers moyens, comme notre émission Tout là-haut dans le ciel, et puis de faire des contacts directs pour faire connaître les messages des Elohim et la mission de leur envoyer Raël, afin que ces personnes l'entendent ainsi par notre propre voix, non déformée. L'objectif de la démarche étant qu'ils puissent se faire une idée par eux-mêmes sur le contenu de la révélation de ces messages. La suite qu'ils en donneront n'est pas de notre ressort, ce sera à eux de faire le nécessaire ou de ne rien faire. Alors, les Raéliens, qui sont-ils aussi? Ils ont accepté en fait 6 missions. Révéler le message des Elohim, parler de paix et inciter l'humanité à conduire sa vie dans la paix globale. Et pour cela, on fait des méditations pour la paix. Il y aura des méditations pour la paix et des méditations toutes simples pendant l'émission. Mettre en place un modèle de société mettant l'être humain et son environnement au centre de ses préoccupations, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aider et participer, comme je le disais, à la mission du prophète Raël, à créer le climat d'accueil des Elohim. Et puis enfin, cerise sur le gâteau peut-être, édifier une ambassade pour un contact officiel avec les créateurs de la vie sur Terre et par cela maintenir le lien entre les créateurs, d'autres humanités et nous-mêmes. Alors je suis Marilyn Canin, guide raélienne, ambassadrice du futur au sein du mouvement raélien international. À mes côtés, Jean-Pierre Saulnier, guide raélien, ambassadeur du futur au sein du mouvement raélien international, et Evelyne, animatrice au sein du mouvement raélien européen. Alors ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir 2 personnes importantes au sein du mouvement raélien qui vont nous éclairer, voire nous rassurer quant à notre entrée dans cette terre nouvelle, l'ère de l'Apocalypse, l'âge de la révélation, l'âge qui doit conduire à une ère de paix universelle, seulement si on la mérite. Alors, l'émission de ce soir, ce sera la paix. Gage de survie de l'humanité et de l'aptitude à rencontrer les civilisations extraterrestres. Bienvenue à nos invités. Nous avons 2 invités exceptionnels, comme je disais, donc Pierre Gary et Nicole Bertrand. Alors Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Marilyn. Bienvenue dans cette émission. Alors, est-ce que tu peux nous parler de toi? Qui es-tu? Comment es-tu venu dans le mouvement raélien? Si je commence, c'est une très longue histoire. Alors, en 2 minutes. Oui, en quelques minutes. Donc, moi, je m'appelle Pierre Gary. Donc, je vis actuellement dans le sud-ouest de la France, dans un beau pays qui est le Pays Basque. Et donc, j'ai arrêté toute activité professionnelle depuis quelques années. Avant, je m'occupais de projets informatiques dans une société de services en informatique. Donc, en gros, c'est ça. Je suis donc un ingénieur de par ma formation, ingénieur informatique en mécanique et en automatisme. Donc, j'ai un profil assez cartésien et logique. Donc, c'est ce qui m'a conduit d'ailleurs à adhérer au mouvement raélien. Donc, je ne sais pas s'il faut
développer plus, mais c'est l'essentiel en tout cas. Ben merci Pierre, et tu es responsable du mouvement raélien international. Oui, hélas, oui. Donc je suis parce que le mouvement a obligatoirement une structure administrative et officiellement en Suisse une association à but non lucratif dont je suis le président. Et accessoirement, j'assiste le Maitreya dans toute cette partie au niveau du mouvement raélien, de l'administratif et la mise en organisation, en ordre de marche de ce beau mouvement. Vaste sujet, vastes actions à faire. Tu fais un énorme travail. Non, je fais un travail comme tout le monde, hein, Jean-Pierre, hein, c'est normal. Merci Pierre. Notre deuxième invitée que nous avons déjà reçue s'appelle Nicole Bertrand. Tu nous avais parlé d'amour et de bonheur, je crois. Est-ce que tu peux te représenter pour ceux qui n'étaient pas là? Bonjour à vous tous. Merci de m'accueillir dans cette belle émission pour parler d'amour, parler de paix, parler du futur. Ben oui, mon nom est Nicole Bertrand. Mon accent est québécois. J'ai grandi avec le souhait d'être professeur et je le suis devenue en enseignant les mathématiques, le yoga, la communication, la sexologie, des choses humaines plus ou moins intéressantes pour certaines personnes, mais de toute façon, c'est ma fibre dominante. J'ai fait aussi de l'administration, mais là où je m'épanouis le plus, c'est quand je partage les connaissances que j'ai acquises et que je les rends simples et compréhensibles pour les gens qui m'entourent et que ça leur apporte un grand sourire et parfois des éclats de rire. Alors, j'espère qu'on va bien s'amuser ensemble. Dans le mouvement raélien, depuis 1980, ben, j'ai cheminé, j'ai grandi. En fait, je suis redevenue l'enfant, je pense, plus authentique et plus pur que j'étais après m'être débarrassée de l'éducation, d'une grande partie de l'éducation qu'on m'avait donnée. Moi, j'ai fait un grand ménage et je continue. Je trouve encore parfois dans les recoins de mon cerveau des toiles d'araignée, des vieilles bébites que j'extermine avec grand plaisir pour me libérer de ce qui me contraint, qui m'empêche d'être heureuse. Et puis, ma fonction principale présentement dans le mouvement raélien, je suis responsable de la formation, de l'enseignement pour le continent nord-américain et je me régale, je m'amuse comme une petite fille. Alors, j'espère bien pouvoir vous contaminer de mon plaisir de vivre aujourd'hui. Merci Nicole. Alors, comme à chaque fois, nous avons fait un sondage et je laisse Evelyne nous en parler. Evelyne. Merci Marilyn. Bonsoir Marilyn, bonsoir à toutes et tous. Donc oui, un sondage qui a été envoyé donc pendant cette quinzaine. J'ai pu aller à la rencontre de quelques personnes concernant donc le sondage d'aujourd'hui qui était la paix, hein, gage de survie de l'humanité et aptitude à rencontrer les civilisations extraterrestres. Alors avant de voir ces témoignages divers, je voudrais vous faire part d'une anecdote qui m'est arrivée pendant justement un micro-trottoir. J'ai rencontré un abbé archiprêtre de notre circonscription, puisque j'ai voulu, de par son rôle et le discours que tiennent les églises, avoir son avis sur notre sujet, justement. Alors, j'ai présenté le but de l'émission, je me suis présentée à lui en tant que raélienne, ainsi que ce qu'est le mouvement raélien. Il m'a écouté jusqu'au bout, mais n'a cependant pas voulu répondre à notre sondage, prétextant le fait que c'était anti-ecclésiastique et que nous n'avions pas les mêmes idées, ce qui me surprend un peu puisque à la base, l'Église a quand même pour but de prêcher la paix, l'amour
entre nous, au prochain. Et donc, ça m'a un peu surprise. Alors, je vais tout de même énumérer les questions de façon à ce qu'ils puissent voir qu'en fait, nous étions en corrélation ensemble et il est resté néanmoins sur ses positions et donc je m'en suis retournée à mes occupations. Néanmoins, bon, j'ai trouvé d'autres personnes qui, elles, ont pu répondre à notre sondage avec beaucoup de plaisir et je vous invite donc à les retrouver avec donc un premier jet où donc les questions en question sont qu'est-ce que le terme paix intérieure évoque pour vous et selon vous, qu'est-ce qui pourrait altérer la paix intérieure d'un individu sain de corps et d'esprit? Alors, je vous laisse avec ce sondage, avec une première question tout de même, qui est qu'est-ce que finalement la paix et qu'est-ce que veut dire être en paix? Voilà. Donc, première question. Tu as pu y pencher, je pense. Oui, oui, j'ai bien reçu le mail et ça m'a permis un petit peu de réfléchir à quelques questions. Oui. Donc, justement, qu'est-ce que le terme paix intérieure évoque pour toi? Alors, moi, le terme de paix intérieure, c'était un état de calme et de sérénité. Trouver la tranquillité mentale et physique, parce que je pense que les deux se complètent et c'est hyper important. Important de se faire plaisir, d'être généreux avec l'autre aussi, puisque quand on est généreux, on donne, mais on reçoit aussi beaucoup, et ça c'est hyper important. Je pensais aussi au job valorisant, parce que quand on travaille justement dans un job qui valorise très peu et dans lequel on ne s'épanouit pas, ben forcément on ne peut pas trouver de paix intérieure, c'est pas possible. Voilà, vivre au jour le jour et oser renouer aussi, j'ai envie de dire, avec ces 5 sens. Pourquoi je pense à ça? Parce que je me dis qu'il y a quand même, on a tendance à oublier tout ça. Les 5 sens sont pour moi importants aussi pour la paix intérieure. Le fait de pouvoir goûter la matière, de prendre le temps, parce qu'en fait on court tout le temps, on court après le temps et on n'a jamais le temps de rien faire et on mange très vite, on ne goûte pas les saveurs, on échange peu justement par rapport à tous ces 5 sens. L'ouïe est très... on s'en sert plus autant. Quand est-ce qu'on prend voir le temps d'aller en nature et d'écouter un petit peu la forêt, le vent dans les arbres, toute cette plénitude et cette sérénité qui apporte justement cette paix intérieure, ou alors le toucher qui est hyper important, le toucher des matières, le toucher du corps, le toucher de plein de matières en fait. Hein. Enfin, ça pour moi c'est quelque chose d'important aussi. Alors la paix intérieure c'est un vaste sujet et pour moi je pense que cette paix intérieure justement c'est ce sentiment de plénitude, de quiétude qu'on a quand on médite et qu'on est dans l'unité, qu'on se sent relié à tout, qu'on est vraiment serein et qu'on n'a pas peur en fait, qu'on est dans l'amour. Parce que pour moi, il y a l'amour et il y a la peur, et ce sont les deux sentiments contraires qui font de ce monde, qui créent la dualité de ce monde. Et justement, si on arrivait à se concentrer justement pour être vraiment dans l'amour et dans l'unité, je pense qu'on serait dans une paix intérieure parce qu'on serait relié au tout, relié au divin, relié au vivant. Et je pense que ça serait beaucoup plus... qu'on aurait beaucoup plus de gens sur Terre qui accéderaient à cette paix intérieure, justement. Si on pouvait enseigner ça, enseigner le silence, enseigner l'unité au lieu de diviser. Mais je pense que c'est une clé. Alors, la paix intérieure, chacun personnellement la vit à sa façon, cherche à se sentir bien, à trouver le bonheur. Pourtant, il ne se passe pas une journée sans que des événements viennent perturber cette paix tant souhaitée. Du coup, la qualité du bonheur s'en ressent. On va écouter une vidéo de Raël sur le fait de ne pas se sentir offensé. Nous sommes responsables de cela. People feel offended for any reason. It's fashionable to be offended. Whatever you say, whatever you do, people react saying, I'm offended.
And the media talk about it. But if you are offended so easily, you're not alive, you are dead. Being alive is constantly being offended and laughing at it. You cannot avoid offensive things. It's everywhere. It's part of life. You cannot change offensive things in the world. They are everywhere. So how to be happy? In a world full of things which can offend you. All these people, they look at internet, they look at the news, and they search for things to be offended. Two gay men kissing each other on TV, I'm offended. Two dogs having sex, I'm offended. A joke about Jews or Muslim or black people, I'm offended. How to avoid being offended? By laughing. You cannot change the world, but you can change yourself. That's something you have to remind yourself every day when you wake up. People who try changing the world are feeling bad every day. But if you change yourself, you're happy every day. Every time something pushes your button, you laugh. Because you have no button. You have no button. No word can destroy your harmony. Eh bien, Pierre, Nicole, pour vous, la paix individuelle, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe dans nos esprits, dans nos têtes? Pouvez-vous, après les images qu'on vient de voir, peut-être apporter votre vision, vous, de la paix intérieure? À vous, l'une ou l'autre, de nous évoquer comment, qu'est-ce que la paix dans notre regard de raélien, et puis pour l'être humain, quoi. Vaste question, si je peux me permettre. Elle est vaste, mais vas-y, Pierre. Vaste question, oui, parce que la paix, déjà, c'est tout un programme. Mais par contre, moi, ce qui me dérange un peu dans le terme paix intérieure, ça veut dire qu'il y a un intérieur et un extérieur. Ça fait des séparations. Et je ne sais pas si c'est quelque chose... une bonne chose à prendre en compte, parce que la paix intérieure, elle ne se définit pas en fait. Elle ne peut que se ressentir, se ressentir vivant. Et moi, je ferais beaucoup le parallèle entre paix et la vie. La paix, en fait, pour moi, c'est quand l'environnement fournit toutes les conditions nécessaires à la vie et que la vie puisse s'épanouir. Donc la paix n'est pas la non-guerre, pour ainsi dire.
hein. C'est beaucoup plus vaste que ça, puisque c'est de créer un climat où tous les êtres vivants, qu'ils soient humains hein, puissent s'épanouir et vivre et ressentir en eux ce souffle de vie. Donc la paix intérieure, ce n'est rien d'autre pour moi que de ressentir en soi d'être vivant, la vie qui est là et qui s'exprime et que l'on doit développer, et c'est notre mission, en tout cas d'être humain, que de nous épanouir et que de faire en sorte que le climat dans lequel on est, nous et les autres, eh ben, soit propice à l'épanouissement et au développement de la vie. Donc, voilà en quelques mots comment je définirais la paix intérieure, mais c'est quelque chose d'intime et qui se ressent plus qu'il ne se définit. Oui, c'est une très bonne définition. Effectivement, ça se passe en soi. Il y a toute je dirais, une autoculture aussi de la paix. Nicole, pour toi, qu'est-ce que c'est la paix? Je vois bien le point de Pierre. Pourquoi séparer la paix intérieure et la paix extérieure? Parce qu'ils sont intimement liés. Et en même temps, si on dit par exemple que la paix, c'est l'absence de conflit, c'est la base, c'est le minimum, l'absence de conflit. Ça m'amène à me dire, est-ce que l'absence de conflit commence par l'individu avec lui-même avant qu'il puisse être en absence de conflit avec les autres? Et je me souviens, il y a à peu près, je vais le dire, il y a à peu près 50 ans, j'avais trouvé dans une librairie un poster sur lequel il y avait un moine habillé avec un genre de vêtement safran, il était assis en lotus, les yeux fermés, très serein, un peu une position de Bouddha, une méditation. Et sous le poster, c'était écrit « Pour être en harmonie avec les autres, il faut d'abord être en harmonie avec soi-même ». Et ça m'avait touchée, je l'avais placé sur ma porte avant de sortir de la maison. Il était là, sur ma porte. Et chaque fois que j'ouvrais la porte pour sortir, je relisais cette phrase-là. C'était un peu symbolique qu'avant d'être en harmonie avec mon environnement, avec les autres, avec mes collègues dans l'enseignement, avec mes élèves, avec tous les gens de la société, il fallait que moi, dans mon petit univers, dans ma maison à moi, que je trouve l'harmonie. Ce sentiment, cette sensation que tout baigne, je pense que c'est tout baigne, c'est B-A-I-G-N-E au fait, hein, c'est pas les beignes de Noël, là, avec un trou au milieu. Tout baigne, on flotte, on est bien. C'est vraiment une impression, un sentiment d'harmonie. Je pense que la paix et l'harmonie vont bien ensemble. Et moi, il y a un outil, en tout cas, que j'ai découvert en suivant les stages de l'Université du Bonheur donnés par Raël dans les diverses années. Il y a un outil qui m'a beaucoup aidé à structurer ma paix intérieure. Et puis, je vais vous le partager parce que c'est un outil très, très facile. Et c'est facile de vérifier où il y a des possibles conflits en soi-même. En fait, cet outil repose sur 3 mots. Pensée, parole, action. C'est notre fonctionnement général comme être humain. On pense beaucoup, on parle beaucoup, on agit beaucoup ou moins. C'est l'expression de l'être humain passe par ces 3 étapes-là. Et la paix, entre autres, hein, c'est une façon, c'est un barème en tout cas. On se sent dans une paix intérieure qui nous envahit quand nos pensées sont alignées avec nos paroles et avec nos actions. Et dans notre
cheminement personnel, on a sûrement tous eu des étapes où on pensait d'une certaine manière, mais on exprimait avec les autres, par nos paroles, le contraire de ce qu'on pensait. Hein? Pour peut-être être accepté dans le groupe dans lequel on est, dans notre famille, avec nos amis, avec nos collègues. On pense quelque chose, mais on dit le contraire pour faire la paix à l'extérieur, avec les autres. Donc, on ne dit pas ce qu'on pense, on achète la paix en faisant semblant, en fait, d'être d'accord avec eux. Et puis, par contre, quand on se retrouve tout seul avec soi, on se dit, pourquoi j'ai acquiescé à ce que j'entendais, alors que dans le fond, je pense le contraire. Donc, on est dans une forme de conflit intérieur. Il y a un genre de débat qui se fait entre nous, entre ce qu'on pense et ce qu'on a dit. La paix va revenir si on ose être cohérent entre ce qu'on pense et ce qu'on dit. Au mieux se taire que dire le contraire de ce qu'on pense. C'est déjà une étape. Et quand on prend confiance en soi, ben on pense d'une façon, puis après, on ose dire et exprimer une opinion différente de celle des autres pour être cohérent avec soi-même. On trouve la manière de l'exprimer, même si ça diffère de ce que les autres pensent, puisque de toute façon, le but, ce n'est pas que tout le monde sur la planète Terre soit d'accord avec les mêmes idées. Ça suppose évidemment une acceptation de la liberté de penser et la liberté de parole. Donc, quand on aligne notre pensée avec notre parole, déjà, on se sent mieux. Et l'étape suivante, c'est de dire, bon, on a bien beau penser, on a bien beau parler, OK, on est cohérent entre ce qu'on pense et ce qu'on dit, on se sent bien avec ça. Maintenant, quand vient le temps de passer à l'action, est-ce que nos actions reflètent ce qu'on pense et ce qu'on dit? Pas toujours. C'est plus difficile de passer à l'action parce que parler, c'est juste du vent. Bon, on peut décider de faire du bon vent, oui, mais est-ce que nos actions, c'est là que ça compte le plus, est-ce que nos actions sont cohérentes avec ce qu'on pense et ce qu'on dit ou ce qu'on n'a pas envie de dire? De toute façon, le plus important, c'est l'action. C'est là aussi qu'on peut se retrouver à dire, OK, j'ai réussi à penser et à parler de façon cohérente. Maintenant, est-ce que j'arrive à penser, à parler et à agir de façon cohérente? Et c'est l'étape la plus difficile. Mais c'est l'étape qui, en même temps, nous consolide dans notre paix intérieure et notre intégrité. Être en paix, c'est être intègre avec nous-mêmes, avec notre code génétique finalement, parce que dans notre code génétique, on a des prédispositions avec, par exemple, sur le type de personne qu'on aime, on a des prédispositions sur le type d'art peut-être qu'on aime, sur le type de science qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais la société essaie de nous imposer des choses qui ne nous conviennent pas toujours. Et quand on ose s'accepter soi-même avec notre propre code génétique, avec les pensées qui nous sont chères, on parle de façon cohérente avec ce qu'on pense, puis on agit de la même façon, ben c'est une piste en tout cas, c'est un outil pour retrouver ou rétablir ou consolider notre paix intérieure. Il n'y a rien de plus plaisant que de se regarder dans le miroir et de dire « j'ai été moi-même ». J'ai été moi-même et je m'aime parce que j'ai été moi-même et c'est plus important que je m'aime en étant moi-même que d'être aimé par les autres en n'étant pas moi-même, en faisant semblant d'être d'accord avec eux. Ben voilà, c'est un outil
en tout cas, qui a fonctionné pour moi. Et puis, ben, peut-être qu'il vous sera utile aussi. Merci, Nicole. Alors, Maria Montessori disait qu'il était, dans ses écrits, d'enseigner la coopération et la paix. Elle disait que tout le monde parle de paix, mais personne n'éduque à la paix. Y a-t-il, à part donc peut-être les bouddhistes et le mouvement raélien, d'autres cultures de la paix qui existent depuis le début de l'humanité peut-être, ou alors peut-être au XXe et XXIe siècle? Quelles sont-elles? C'est une question que tu nous poses ou tu as une vidéo qui va Non, répondre à c'est une ça? question que je vous pose. OK. Quelle culture de la paix existe-t-il actuellement sur la planète? Est-ce qu'il y en a une? Enfin, je crois personnellement qu'il n'y en a pas, à part dans certains groupes, dans ce que tu dis. Il y a un des exemples de l'actualité qui m'a fait bondir, en quelque sorte, c'est actuellement, il se pose des questions dans les lycées en France sur faut-il réintroduire l'uniforme. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est absolument délirant. Plutôt que de se poser des questions essentielles, qu'est-ce que l'on doit enseigner de fondamental aux enfants? Non, ce que l'on fait, c'est simplement dire ouais, ben, ça serait bien que tout le monde porte un uniforme pour aller en classe. Donc c'est quelque chose vraiment vraiment aberrant qui me met quelque part un peu en colère. Mais bon, enfin, je pense que ce point de l'éducation est un des points fondamentaux parce que si on prend un petit enfant, il n'est pas raciste au départ. C'est-à-dire qu'il est, enfin, il est, comment dire, il a aucune animosité Il est pur, quoi. vis-à-vis, il est pur. Ce n'est que par le milieu dans lequel il évolue qu'il va petit à petit développer par la peur, parce que la peur, c'est un des moteurs essentiels de notre survie aussi, mais aussi de notre programmation. Hein. Donc, par ces mécanismes de peur, il va avoir peur, il va avoir envie de lutter contre, enfin, de dire que les Noirs, c'est des méchants. Enfin, moi, j'ai vécu ça, pas avec les Noirs, mais avec les Vietnamiens. Quand j'étais petit, j'avais peur des Vietnamiens. C'est étonnant. Hein. Et puis, progressivement, au fur et à mesure que je me suis ouvert sur le monde, que j'ai découvert des gens qui étaient vietnamiens et qui étaient tout à fait gentils et prévenants, comme tout le monde, cette peur m'a quitté. Mais je me suis posé la question pourquoi j'avais cette peur des Vietnamiens. Et en discutant avec mes parents, etc., je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais eu un oncle qui avait fait la guerre d'Indochine en tant que pilote, et il avait été fait prisonnier là-bas. Et donc ça discutait. Enfin, moi, j'étais tout petit, j'avais même 1 an ou 2 ans, mais ça rentrait quand même en moi. Donc, toute la famille discutait à propos de mon oncle, qui était prisonnier des Vietnamiens là-bas, des Vietcong ou je ne sais pas quoi, et qui lui faisait subir des tas de... Enfin, même aller jusqu'à la torture. Et donc ça m'a imprégné fortement. Et ça a généré en moi une haine. Et je pense que si on arrive à inverser la tendance, c'est-à-dire qu'au lieu d'enseigner des maths ou d'autres choses, on enseigne aux gens la paix et l'amour, eh bien, ça changerait pas mal de choses. Hein. Donc, parce que en fait, j'avais peur de ces Vietnamiens parce que j'avais été programmé comme quoi c'était des méchants qui torturaient, qui tuaient, etc. Et en plus, mon oncle, lui, quand il est revenu, il était très malade et il est décédé quelques mois après. Donc, ça a renforcé cet état émotionnel.
Donc, c'est un aspect, une condition importante de la paix, une condition importante que la vie puisse s'épanouir, parce que, enfin, moi, je préfère de parler de vie qui s'épanouit plutôt que de paix. C'est d'enseigner. C'est aussi Nelson Mandela qui disait effectivement que on ne naît pas raciste, hein. Donc on le devient, on l'apprend, on nous l'inculque involontairement certainement, mais on l'inculque, et c'est tout le contraire qu'il faudrait faire. C'est-à-dire que au lieu de se poser la question sur quel uniforme on va mettre aux étudiants ou aux lycéens, c'est comment peut-on leur enseigner la paix, l'amour, la compassion, enfin la coopération, enfin toutes ces qualités fondamentales qui sont la base de la vie et du développement de la vie. Et je reviens vers toi, je suis d'accord avec toi, Pierre. Je crois que c'est au Danemark, ils enseignent depuis 1993 l'empathie dans les écoles. Ben c'est un bon début. Il faudrait que ça soit généralisé sur toute la planète, ces aspects-là, parce que enfin, ce qu'il faut voir dans le fonctionnement de l'être humain, on est programmé pour avoir peur. C'est-à-dire que pour qu'on puisse assouvir, assurer notre survie, il faut que lorsqu'il y a un événement qui met en danger notre intégrité et notre condition de vie, eh ben, on réagisse. Et on réagisse par ce sentiment de peur. Donc, c'est toujours la première chose qui vient à l'esprit. L'amour ne naît qu'au-dessus, ne peut naître qu'au-dessus de la peur. Et ça, il faut s'entraîner. Hein. L'amour, c'est un choix en permanence. Et peu de programmes scolaires nous l'apprennent. On peut l'apprendre comme on le fait dans les universités du bonheur pendant les étés, mais ça serait à généraliser partout, parce que l'amour, c'est un choix conscient. Et c'est important à comprendre, c'est-à-dire c'est un choix, et c'est un choix permanent. Dans chaque situation, la première réaction, c'est le jugement, c'est attention, lui, comment il va pénétrer dans ma petite zone de confort, etc. Donc je réagis, je le juge, or qu'il faut se mettre au-dessus de ses émotions. C'est toute une gymnastique, un exercice, mais c'est important de le faire, hein, pour choisir l'amour, la compréhension et la bienveillance. Donc, l'éducation est une part primordiale dans ce processus de paix et de vie de l'humanité. Oui, c'est souhaitable d'entendre ce que tu dis là, de pouvoir dire qu'à l'école, comme dans les pays du Nord, là, on apprend la compassion. La notion d'amour, c'est aussi quelque chose qui devrait être appris, mais le mot amour, on a l'impression que dans cette société fait peur, ou n'est pas pris au sérieux. Et tu parlais de ton enfance, on constate une chose, c'est un constat qui a été fait officiel, c'est que là où on apprend le racisme, c'est pas nécessairement à l'école, pas du tout. C'est à table, à midi ou au soir, dans la famille. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que les parents, et nous sommes tous des parents, pour ceux qui sont adultes et qui ont des enfants, est-ce qu'on parle d'amour à table avec nos enfants? Bien souvent, on est confronté à juger, comme tu le disais tout à l'heure, le voisin, le bamboula, le bico, comme on disait dans mon enfance. Tout ça, ce que tu expliquais tout à l'heure, là, c'était... Moi, comment dire, ça ne m'a pas touché parce que j'ai eu la chance, moi, le bonheur d'avoir des parents qui avaient horreur de ça. Mais j'avais des oncles et des tantes qui étaient des fervents donc, du repas de midi avec la critique de tout le voisinage. Et un enfant, il marque tout ça dans son esprit, ça devient presque génétique au niveau des comportements qui vont suivre. Tu as tout à fait raison. Mais ça crée aussi un problème, une problématique, la notion de non-paix dans l'esprit. Nicole, tu l'abordais un peu, la notion donc de pathologie qui naissent suite à un environnement qui n'est pas nécessairement le meilleur.
Tu peux tu es un peu dans le milieu, nous expliquer ce que ça peut créer, générer chez un individu, hein, cette notion donc d'environnement qui n'est pas vraiment pacifique. Mais justement, ça le déprogramme de l'amour naturel qui est inscrit en chacun de nous. C'est ce que ça fait. Parce que on regarde présentement, je ne sais pas si c'est la même chose dans tous les pays, mais au Québec, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immigrants. Et il y a des immigrants de tous les pays du monde. Et ce qui est fantastique dans les maternelles, on les voit parfois qui sortent en se tenant par la main ou tenant une espèce de cordon qui les rallie. Et on les regarde et sur 12 enfants, il y a peut-être 2 ou 3 qui ont l'air québécois. Puis tous les autres, c'est des beaux petits-enfants de toutes les couleurs, de toutes les races. Et moi, à chaque fois, je m'arrête et je les regarde et je me dis, ils sont donc privilégiés parce que à la maternelle, ils sont obligés d'apprendre à aimer les autres qui sont différents. Et c'est donc pas quelque chose que les parents eux-mêmes apprennent à leurs enfants, d'aimer la différence, l'amour des différences. On parle beaucoup de tolérer les différences, bien quand même, il faut bien tolérer, c'est comme c'est un mal dont on ne peut pas vraiment se départir. Mais ce n'est pas suffisant, la tolérance des différences. Il faut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et oui, déjà dans la petite enfance et dans tout le parcours scolaire, ben, essayer de corriger les méfaits de la table familiale et des jugements qui y sont portés. Et les enseignants devraient être là pour justement aider les jeunes à se laver le cerveau de toutes les saletés qu'ils entendent autour de la table à propos des immigrants ou des Blacks, des Arabes et des Maghrébins, de toutes les races, des sauvages. Chez nous, c'était ça, les sauvages. Les sauvages. Il n'y en avait pas des sauvages dans mon village, mais on apprenait des choses qui nous faisaient rejeter les différences. Mais l'éducation et le rôle des éducateurs devrait être d'enseigner l'amour des différences. Et en ce sens, je pense qu'un document fondamental, c'est la Charte des droits et libertés. Parce que dans cette charte-là, c'est un document légal qui a une portée sociale énorme. Mais si on regarde la trame de tout ça, ça veut dire, entre autres, aimer les différences, la différence de pensée, les différences de parole, les différences d'expression, les différences d'attirance sexuelle aussi. Donc, aimer les différences. Et si on apprend à aimer les différences, déjà, on est en paix avec notre environnement, avec la société, au lieu de rejeter tout ce qui ne nous ressemble pas, tous ceux qui ne parlent pas notre langue, tous ceux qui n'ont pas le même drapeau que nous. Ben, on est content, on s'enrichit des différences des autres. Moi, ce serait mon drapeau et ce serait aimons les différences. Enrichissons-nous des différences des autres, car elles sont tellement belles. On pourrait presque conclure sur tes paroles, Nicole. Mais j'aurais encore quand même une question. Dans le climat dans lequel on vit aujourd'hui, là, à l'échelle planétaire, hein, c'est pas rassurant ce qu'on est en train de voir, ce qu'il y a autour de nous, ce qui s'y passe. Ça crée des climats, ça crée des jugements, ça crée des tas de choses comme ça. Comment l'individu averser, il prend une averse, une douche tous les jours, de mauvaises nouvelles, de choses comme ça, comment peut-il être en paix, comment il peut réussir à se mettre en paix avec tout ça? Il faut aussi à l'école développer l'esprit critique. Il faut enseigner aux jeunes à se faire une idée par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'au lieu de répéter ce que leurs parents ont dit, ce que leurs copains ont dit, pour s'exprimer sur un sujet, c'est qu'ils apprennent à écouter leurs sentiments intérieurs
puis à l'exprimer tel qu'il est. Et si on se rapporte, quand on parle de l'enfant à la naissance, il est naturellement bon. Il peut avoir des pathologies, des maladies, mais ça, en général, les enfants, c'est des enfants, ils sont heureux, ils sont contents. Puis on les déforme par la famille, par l'école, on leur apprend quoi détester, quoi haïr, ça ne se fait pas, mais non, ça ne se fait pas, et c'est pas comme ça qu'on doit s'habiller, c'est pas comme ça qu'on doit se coiffer, puis c'est pas comme ça qu'on doit parler. Puis on les apprend à faire du rejet en permanence pour se retrouver finalement entourés de gens qui leur semblent des agresseurs. Et puis, ben, quand on se sent agressé, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on développe des réflexes de rejet et de se défendre soi-même. Donc, comment faire, pour revenir à ta question, Jean-Pierre, comment se retrouver dans toute cette propagande, dans tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit, tout ce qui est montré à la télévision sur la politique et le désir de dominer qui finalement, selon moi, c'est le plus grand mal du monde. C'est le désir de contrôler, de dominer les autres, de les envahir pour les contrôler et envahir leur territoire. Donc, si on se retourne à la source, combien il y a d'humains qui veulent vraiment faire la guerre? Combien il y en a d'humains qui veulent vraiment aller risquer leur vie pour leur patrie? Il y en a de moins en moins. Et bravo! Le service militaire, c'est un appel à la violence, toutes sortes de belles, plus ou moins, en tout cas moins valides raisons. Défendre un pays. Le pays, aucun pays ne mérite qu'on meure pour lui. C'est ridicule. C'est tellement ridicule. Hein? C'est une entité. C'est quoi le pays? Moi, j'ai des voisins qui vivent de partout. Je suis entourée de gens qui habitent, qui sont locataires de la planète, comme je le suis, puis qui ont des expériences de vie différentes, puis on discute, puis d'où tu viens, puis c'est quoi ton parcours, puis qu'est-ce que la vie t'a appris, puis on échange, puis on s'enrichit. Chaque personne dans mon entourage, dans l'édifice où j'habite, c'est une histoire, c'est un film qui m'enrichit à chaque fois que je les rencontre, parce qu'il y a des nouveaux épisodes à tous les jours qui se déroulent. Donc, c'est la mentalité que moi, j'aimerais qu'il soit partagée, qu'il soit enseignée partout, parce que moi, je les entends, les nouvelles, mais je n'adhère pas à ça. Si on me demande mon avis dans les sondages, mais je le dis, mais non, il n'y a pas aucune patrie qui mérite qu'on risque sa vie, qu'on risque la vie des hommes, parce que la plupart, ce sont des soldats masculins, mais il y a de plus en plus de femmes qui veulent aller faire la guerre pour défendre quoi? Pour moi, ça n'a aucun sens. Donc, la paix intérieure et la paix sociale, ça passe par l'amour des différences et puis enrichissons-nous de nos différences mutuelles. J'aime ton discours, Nicole, mais on va se faire des amis avec ce que tu dis là. Ah, ben moi, vous voyez, moi, je m'en fous d'avoir des amis ou pas. Quand je dis ce que je pense, je me sens bien avec moi-même. Pensée, parole, action. S'il y en a qui n'aiment pas ce que je dis, ben, ils peuvent toujours aller écouter les informations ailleurs. Hein? Mais je ne peux pas les forcer à aimer ce que je dis. Mais je ne parlerai surtout pas pour leur faire plaisir. Formidable. Pierre, s'il te plaît, de ton côté, tu es quelqu'un qui a un guide, tu es un guide. Le maître Ea nous enseigne des techniques qui vont bien, on appelle ça la méditation, et notamment la méditation sensuelle. Pourrais-tu nous éclairer un peu sur cet outil, cet instrument fantastique qui permet à l'individu justement de ressentir ce bien-être en lui, la paix qui s'installe dans ses veines, partout, dans tout son corps, dans tout son esprit. Peux-tu nous faire un petit éclairage là-dessus? Je pense que des cours de méditation, il y en a à l'appel sur Internet. Donc, je ne sais pas s'il faut revenir là-dessus. L'important là, pour la paix, ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut apprendre à être au-dessus de ses émotions. Parce qu'on a vu que l'un des points clés,
c'est la peur. Enfin, la peur, quand je dis la peur, c'est en fait toutes les émotions négatives qui sont générées par notre entourage et par les médias, etc. Enfin, pas par toutes les informations que l'on reçoit. Donc, la méditation, c'est simplement apprendre à être au-dessus de ces émotions. Donc, pour cela, c'est ce qu'il faut faire. Il y a des exercices, on s'entraîne à ça. Et la meilleure façon de s'entraîner, c'est de faire le silence intérieur, fermer les yeux, se mettre dans une position de son corps immobile et de se mettre à l'écoute de la vie qui est en nous, de sa respiration, de son corps, de ses cellules, tous les échanges qu'il y a en nous, et simplement de se mettre à l'écoute de la vie qui est en nous. Et lorsque l'on fait cela, qu'on arrive à le faire de plus en plus régulièrement et de plus en plus facilement, eh bien, on se rend compte qu'on arrive à être au-dessus de ces émotions. Donc, c'est une conscience qui devient au-dessus de notre vie banale, quoi. Et cette conscience-là, on l'appelle, enfin, le Maitreya l'appelle la supraconscience. Donc, la supraconscience, c'est un état qui nous met au-dessus de nos émotions de façon à choisir. Choisir quoi? Choisir les émotions que l'on va accepter si elles sont positives, que l'on va rejeter, et aussi choisir de l'amour, choisir parce que c'est un choix en permanence. Donc, moi, je conseille à tous ceux qui sont intéressés par la méditation, qui devrait être enseignée dans les écoles, parce que c'est un des fonctionnements primordiaux de l'être humain et du cerveau, de comment on a été construit, c'est-à-dire de pouvoir jouir de ses sens, ressentir son corps, et puis se mettre spectateur de ce qui se passe dans notre rationalité, là, dans notre cerveau qui fonctionne rationnellement et qui génère toutes les illusions dont on a déjà parlé, hein, parce que tout n'est qu'illusion. Il n'y a de vrai que cet instant présent. Et ça, c'est une notion aussi importante à travailler, à intégrer, que tout est illusion. Le passé n'est qu'illusion, le futur n'est que projection mentale. Tu auras l'occasion de développer ça tout à l'heure dans un des chapitres. Parce qu'il va falloir qu'on y aille, quoi. Oui. Ben oui, et justement pour revenir à ce que tu disais là dans le climat actuel, comment on peut s'en sortir. Mais je crois qu'on est prisonnier de toutes les informations qu'on nous déverse, prisonnier des grands systèmes qui asservissent l'humanité à l'heure actuelle, des grands systèmes politiques, les grands systèmes religieux, enfin tous ces grands systèmes-là, ils sont asservis et ils nous balancent des informations qui ne vont que dans leur sens. Moi, j'ai lu il y a quelques mois ou quelques années un livre intéressant qui est je l'ai là d'ailleurs, de Steven Pinker. Ça s'appelle La part d'ange en nous. Donc, c'est une étude scientifique qui démontre depuis la préhistoire, etc., que la criminalité et la violence n'a fait que diminuer dans l'humanité. Par le progrès scientifique, par tout ce qui… les progrès d'éveil des gens, etc., la violence a diminué. Or, on nous balance en permanence que du négatif, que de la mort, que de la guerre, etc., des accidents de la route, etc. Les infos, ce n'est que ça. Si on inversait la tendance et que, au lieu de répandre des informations de peur, de guerre, de mort, on allait dans l'autre sens, du positif, de l'éveil, de l'art, de la sensualité, du beau, du fantastique, de l'ouverture, parce que la science, les progrès scientifiques sont quelque chose de formidable, mais on n'en parle que dans quelques émissions
à 23 heures, etc. Mais c'est vraiment dommage. Donc attention, les 0,5% ne sont là que par la folie de certaines personnes qui nous dirigent, qui ont un pouvoir démesuré par rapport au niveau de leur conscience. Donc, si on retire tous ces pantins-là, tous ces gens un peu carrément qui sont en prise de folie, c'est de la folie qu'ils ont. Parce que vouloir envoyer une armée de je ne sais pas combien de personnes attaquer un autre pays, etc., mais c'est monstrueux quand on y pense. C'est une abomination complète. Donc, c'est des gens qui ne sont pas équilibrés, et donc, il faut s'en défaire et essayer. Mais là, c'est difficile de pouvoir contrer ces systèmes qui sont en place. Mais peut-être que c'est le sujet d'un autre volet de ton émission, peut-être. Et donc, pour clôturer cette première partie, on va écouter une dernière vidéo de Maitreya. Il est facile de stopper son cerveau. Intelligence is inspiration. Connection with infinity. Oneness with everything. With other people, with animals, with flowers, with Elohim. This is intelligence. Intelligere in Latin means link between things. But all our education and culture and society push us to be more intelligent and more intelligent than other people, which is one of the poison of humanity, which is called competition. From school, especially in Japan, you must be better than others. You must be number one. Even in Europe, there is always an exam, and there is a number one, number two, number three. And in Finland, they have the highest level of education of the world. The highest percentage of graduation in university. From little school to university. No exam. No ranking. No competition. They teach everybody to be, to feel. They teach children to do what they like. Hey, what a difference with normal school, huh? I'm sure, I know in Japan, but I'm sure in China it's the same. Be the best. Train yourself. Work on other people. Which is not love. In Finland, the people who are best in something help other people to be good. That's the opposite of competition. It's called cooperation. Bien.
Nous atteignons, on va dire, la fin de la première partie. Nous avons fait un bon petit parcours pour parler un peu de l'individu, mais l'individu, il n'est pas tout seul sur cette planète. Il est avec tout un ensemble de personnes. On a vu comment réussir à communiquer ensemble. On va passer maintenant à une autre étape, un nouvel épisode dans l'émission, la paix avec la société. On l'a déjà un peu abordé actuellement. C'est formidable déjà tout ce qu'on a eu. Merci Nicole, merci Pierre pour cette première partie déjà. Et on va passer donc à la deuxième étape, la paix avec l'humanité. Est-ce qu'on va être capable d'accueillir un jour des civilisations? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des conditions pour qu'on puisse accueillir des gens qui viennent de l'espace. Oui, c'est ce que nous verrons dans le deuxième épisode qui aura lieu le 18 février. Donc après ce premier épisode qui concernait la paix individuelle, nous aborderons la paix planétaire et nous retrouverons avec plaisir Pierre Gary et Nicole Bertrand qui nous donneront les clés pour y parvenir, les clés issues du message des Elohim. L'actualité du mouvement, c'est aussi dans les prochains jours une conférence à Paris, le samedi 18 février à 16h30 à l'espace Hermès. L'entrée est gratuite. Si vous voulez en savoir plus sur la philosophie raélienne, sur la mission des Raéliens d'accueillir les extraterrestres créateurs de l'humanité dans une ambassade, venez nous voir, venez poser vos questions. Samedi 18 février à Paris. Bienvenue. Les 25 et 26 février, Université du bonheur d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Découvrez comment trouver le bonheur et le garder pour toujours. Un beau programme. Depuis des décennies, avec la sagesse venue des étoiles, Raël enseigne les différents moyens de cultiver le bonheur, y compris l'art de la méditation. Et donc, nous vous invitons pendant ces 2 jours à vivre cette belle aventure d'épanouissement à l'intérieur de vous-même, les 25 et 26 février sur Internet. C'est ouvert à tout public et c'est gratuit. Retrouvez toutes les informations pour y participer sur happiness2023.rael.org. Tout là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre. C'est le premier homme qu'ils ont fait. Ils se sont mis à l'aimer